Salut à tous les amis, c'est Hakan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Thread Horror qui nous vient de Reddit. On va voir ensemble quelques témoignages qui devraient vous laisser la chair de poule. Donc que dire de plus? On est parti pour se plonger dans ces témoignages réels de Thread sur Reddit. Dans ce premier témoignage, on va voir le récit de Daryl. Tout le témoignage qu'il nous fait s'est passé quand il était petit, entre 5 et 6 ans, et il vivait dans un petit appartement, et cet appartement était composé de 2 chambres, une chambre pour les parents et une chambre pour lui et son petit frère. Ce petit frère avait entre 3 et 4 ans. La chambre des parents était juste à côté de la chambre des enfants, et la pièce à vivre était juste au milieu, entre les 2 chambres. Il y avait un balcon et un petit couloir qui menait jusqu'à la porte d'entrée. Petit appartement totalement classique. L'appartement était localisé dans un coin de la ville qui n'était pas forcément très aisé, mais c'est pas pour autant qu'il y avait de la criminalité dans le coin. Les parents étaient des gens assez précautionneux, du coup ils fermaient toujours les fenêtres et la porte d'entrée et ils s'assuraient que tout ça était bien fermé avant d'aller se coucher. D'ailleurs, ils fermaient également la journée quand ils étaient là. Une nuit, David se réveille parce qu'il entend un bruit qui interpelle son attention. Ce bruit, c'est comme si quelqu'un marchait dans l'appartement. Il voit une sorte de silhouette, il ne sait pas dire si c'est un homme ou une femme, mais ce qu'il pense sur le moment, c'est que c'est sa mère qui vient dans sa chambre avec son petit frère parce que le petit frère avait l'habitude de commencer à dormir avec ses parents. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait l'habitude de faire quelques cauchemars. Sauf que très vite, Daryl se rend compte que son petit frère est juste à côté en train de dormir. Donc ça ne peut pas être ça la raison. En plus de ça, en prêtant un peu plus attention à la silhouette qu'il voit, il se rend compte que cette silhouette est plus grande et plus large que sa mère. Donc il commence à en conclure que ce n'est pas sa mère du tout. On est dans la pénombre de la nuit, du coup Daryl ne sait pas trop si c'est effectivement la silhouette de quelqu'un ou si c'est juste une ombre qui passe. Il faut savoir que Daryl, par le passé, avait pas mal de troubles du sommeil. Lui aussi, comme son petit frère, faisait pas mal de cauchemars. Il pensait que les ombres parfois qu'il voyait dans sa chambre étaient des monstres qui vivaient là. Sa mère lui a toujours dit que si il voyait ces monstres, il fallait qu'il ferme les yeux, comme ça il serait un peu comme protégé et ces monstres ne l'attaqueraient pas. Du coup, à ce moment-là, Daryl ferme les yeux et attend que le temps passe. Sauf que quelques secondes plus tard, il se réveille de nouveau. Non pas parce qu'un son étrange l'interpelle, mais tout simplement parce que son frère s'est réveillé et commence à pleurer. Il s'est levé et il a foncé vers la chambre des parents. Daryl reste au lit, il referme les yeux et décide d'essayer de se rendormir en se disant que l'ombre partira d'elle-même. La seule chose qu'il se souvient après ça, c'est s'être réveillé, comme si rien ne s'était passé, totalement sereinement. Daryl, maintenant en est bien conscient, on pourrait croire qu'il a juste fait un cauchemar. Sauf qu'il y a des choses qui vont nous éloigner de cette possibilité. Au petit déjeuner, sa mère n'arrêtait pas de parler d'une silhouette d'homme qu'elle a vue. Sauf que elle n'a pas vu une silhouette, elle en a vu plusieurs. Daryl réfléchit un petit peu, et lui aussi, en refaisant un peu la nuit dans sa tête, se rend compte qu'il y avait plusieurs silhouettes qui se tenaient devant sa chambre. Le père de famille, lui, ne croit pas du tout à la possibilité qu'il y ait des gens. Il répète: arrêtez de dire des choses qui sont totalement incohérentes. Mais c'est quand Daryl dit que lui aussi a vu quelque chose, que là le père va commencer à se poser quelques questions. Il essaye de rationaliser et de rassurer au maximum sur la situation, en disant: arrêtez de parler de ce genre de choses, vous êtes en train de vous monter la tête tout seul, vous allez faire encore plus de cauchemars. La mère, elle, panique réellement. Elle raconte qu'elle a été réveillée par des bruits étranges pendant la nuit. Elle a ouvert les yeux et elle a vu un homme se tenir dans le couloir. Le temps qu'elle se penche vers sa table de nuit pour attraper ses lunettes, l'homme avait disparu. Elle a d'abord pensé que c'était une ombre, mais quelques minutes plus tard, le petit frère de Daryl est rentré dans la pièce en pleurant. Juste après le petit déjeuner, toute la famille a vérifié les portes et les fenêtres. Toutes les portes étaient fermées à clé, donc là pas de souci, sauf une, la porte menant au balcon. Les parents ont donc vérifié toute la maison, mais cette fois-ci ils ne regardent pas les entrées, mais si rien n'a été volé, si les objets de valeur sont toujours bien à leur place. Et effectivement, rien ne semble avoir été volé pendant la nuit. Tout était exactement à la même place que la veille, le soir des événements. La famille a quand même appelé la police, qui est intervenue sur les lieux, mais pareil, ils n'ont rien trouvé, aucun signe d'entrée forcée ou quoi que ce soit. Pas d'objets volés, pas de porte, notamment la porte du balcon qui a été forcée, pas d'empreinte sur aucune porte. Donc la conclusion qui en ressort, c'est que les parents ont dû oublier de fermer la porte du balcon à clé la nuit des événements. Les nuits suivantes, la famille n'a pas dormi sur ses 2 oreilles, mais en tout cas, il ne s'est rien passé de plus en rapport avec ces événements. Mais le truc en fait qui rend vraiment cette histoire creepy pour Daryl, c'est que tu te dis les gens n'étaient pas là pour cambrioler la maison. Ils étaient là pour regarder les gens dormir, c'était un peu du voyeurisme, quelque chose comme ça. Parce que d'un côté, si tu as des cambrioleurs, tu te dis ils sont là pour tes objets de valeur, mais s'ils sont pas là pour tes objets de valeur,
c'est qu'ils sont potentiellement là pour toi. Et c'est ça qui donne à chaque fois des frissons à Daryl. Ce témoignage prend fin ici, et effectivement, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos d'intrusion, quand quelqu'un vient chez toi comme ça, pendant la nuit, enfin quelqu'un qui n'est pas invité, bah ton cocon il est comme percé, tu te sens plus en sécurité dans ta propre maison alors que c'est là que tu es censé te sentir le plus en sécurité. Donc pour avoir personnellement déjà vécu un cambriolage, c'est vrai que t'es pas forcément très serein derrière. Là les amis, on va voir le témoignage de Cole qui va être un peu en deux parties, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand il avait dans les 15 ans et un autre événement qui s'est passé quand il avait dans les 18 ans. Il vivait dans une ville assez grande, traversée par des rivières, il y a des ponts. Les écoles qui sont là-bas sont très grandes, qui peuvent accueillir des milliers d'élèves. Lui vit dans une famille de 3 enfants, c'est le plus jeune des frères. Sa mère est manager dans un golf qui a été créé par son grand-père. Et son père, lui, est policier dans la ville. Son père est un peu dur quand il le faut, un peu sévère, et du coup il a inculqué à ses enfants le respect. Il était très à cheval là-dessus et il disait peu importe la situation, tu dois être respectueux. Sauf si bien sûr tu te trouves dans une situation extrême qui justifie le fait que tu ne le sois pas. Par exemple, si quelqu'un te braque avec une arme, tu vas pas dire « S'il vous plaît monsieur, pouvez-vous baisser l'arme que vous avez pointée de manière agressive envers ma personne? Je vous en serai bien gré. » Non. Là effectivement tu peux être un peu plus cru dans tes propos. Dans sa jeunesse, Cole était assez proche de son père parce qu'ils avaient un point commun qui les reliait beaucoup. C'était le fait qu'ils étaient prêts vraiment à tout pour protéger les personnes qu'ils aimaient. C'était vraiment leur motivation, même si à eux ça pourrait mettre leur vie en danger. Quand il avait 15 ans, Cole est sorti de chez lui avec des amis et il s'est rendu en vélo en ville, plus au centre, pour aller chercher de la nourriture et quelques glaces. Au passage, il a fait un petit tour avec ses amis, mais à pied. Ils avaient laissé leur vélo accroché avec un antivol, tout ce qu'il fallait. Sauf que quand il est revenu, Cole a constaté avec surprise, et plutôt mauvaise surprise, que son vélo n'était plus là. Ils ont cherché un peu aux alentours dans le périmètre pour voir s'ils trouvaient quelque chose, et Cole a appelé son père en sachant qu'il était chez lui. Le père est venu directement en voiture là où se trouvait Cole, au centre-ville, et là, une fois que le père est arrivé, le groupe s'est séparé. Les amis de Cole, eux, sont partis en direction de chez eux, tout simplement pour vérifier sur leur trajet s'ils ne voyaient pas le vélo de Cole. Cole et son père, eux, en voiture, parcourent également encore une fois la zone, cette fois-ci dans un périmètre un peu plus grand, et à un moment donné, il tombe sur le fameux vélo. Un groupe de jeunes étant en train de pousser le vélo, ils mettaient des coups de pied dedans et du coup ça faisait avancer le vélo. Cole le remarque directement et il dit à son père « Papa, c'est mon vélo ». Le père s'arrête, il se gare et père et fils sortent de la voiture. Cole a un petit rire nerveux parce qu'il voit son père se transformer du père sympa au policier. Le père interpelle le groupe de jeunes et il les éclate. Il y avait une jeune fille et 2 jeunes hommes. La jeune fille et un des jeunes hommes étaient plaqués contre le mur, la tête collée contre le mur. Et le jeune homme, lui, était maintenu par le père, par terre. Cole récupère son vélo, il le met dans son coffre. Dans la situation actuelle, ils sont 2 contre 3. Le père dit donc à son fils Cole de retourner dans la voiture pour pas qu'il ne voie son visage. Après cela, il appelle du renfort et les 3 jeunes gens sont arrêtés pour être emmenés au poste de police. C'est là qu'on a donc la première partie de l'histoire qui s'arrête ici. Et la deuxième partie se passe 2 ans et demi plus tard. Cole a 18 ans. Il a continué ses études, il a également fait un passage dans une école militaire, et aux alentours de 18 h, il faisait tranquillement un petit jogging dans son quartier. À un moment donné, une voiture passe à côté de lui et s'arrête à un stop. Cole était bientôt arrivé chez lui, du coup il était un peu détendu, et il prêtait un peu attention à la fameuse voiture, mémorisant quelques détails. Le véhicule, après le stop, reprend sa route, mais assez doucement. Cole arrive chez lui et le véhicule, lui, continue sa route. Cole ne juge pas la situation comme dérangeante ou dangereuse ou quoi que ce soit parce que c'est habituel que dans son quartier les voitures roulent très vite et quand il voit quelqu'un, un piéton, ils ralentissent au cas où. Donc là il se dit pour le moment rien de spécial à déclarer. On avance encore une fois dans le temps, pas de 3 ans cette fois-ci mais que d'une semaine. Cole venait de finir son jogging, il rentre chez lui par la porte d'entrée qui mène directement à la cuisine. Dans cette cuisine, il y a une énorme fenêtre qui montre directement l'allée où les voitures passent. Cole se rapproche de l'évier, se met un peu d'eau sur le visage pour se rafraîchir et là il entend un gros boom. Il entend ensuite pendant une seconde rien du tout et ensuite encore 3 gros booms qui s'enchaînent très rapidement. Cole comprend tout de suite ce que sont ces bruits. Ce sont des coups de feu. Il pratique la chasse, du coup il sait reconnaître un coup de feu assez facilement. Cole s'allonge sur le sol, il rampe, il attrape une batte de baseball qui appartient à son frère. Il se relève et il fonce à l'extérieur de la maison. À ce moment-là, Cole ne se dit pas du tout qu'il a en fait 0 chance de gagner. Tu te dis arme à feu contre batte de baseball, il y a un problème de distance. Il n'a pas pensé à ce détail-là, mais il espérait en fait faire peur aux gens. Que les gens soient surpris de le voir débarquer avec sa batte de baseball comme ça. En arrivant dehors, Cole reconnaît le véhicule,
c'est le véhicule qu'il avait rencontré une semaine plus tôt. Fort heureusement, à part lui, il n'y avait personne à la maison, du coup, personne n'a été blessé par les coups de feu. Effectivement, c'est mieux que ça se passe comme ça. Bien sûr, il a appelé la police est venue sur les lieux, ils ont constaté les impacts de balles qu'il y avait sur les murs, que vous-même maintenant vous pouvez voir, donc vous voyez que ça peut mettre quand même clairement la pression. Ils ont pris la déposition de Cole, et 2 ou 3 jours après, Cole reçoit un appel de la police. Ils ont réussi à arrêter les personnes qui ont tiré sur lui, qui étaient dans sa maison. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait 2 personnes dans le véhicule. 2 hommes, qui n'étaient ni plus ni moins que ceux qui ont voulu voler son vélo 2-3 ans auparavant. Ça c'est quand même fou. On peut clairement dire que ces personnes-là ont la rancune sacrément tenace. Forcément, Cole et son père n'en revenaient pas du tout. Ils se disaient, attends, comment c'est possible que ces mecs-là aient gardé en mémoire ce qui s'est passé pendant 3 ans? La personne qui a tiré les coups de feu, elle, a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre, mais le conducteur, lui, n'ayant pas tiré, n'a pas écopé de lourdes peines. Et des années plus tard, Cole a 26 ans, il a déménagé, il a refait sa vie, il est devenu ambulancier, et au moment il rendait visite à ses parents chez eux tranquillement. Il s'est rendu dans la cuisine, et il y avait un journal sur la table, un journal qui donnait les nouvelles du coin. Et quand il a vu une nouvelle sur ce journal, il était très énervé. Le journal disait qu'une femme du coin avait disparu. Un véhicule a été retrouvé abandonné et totalement carbonisé. La femme qui a disparu était la petite amie d'un des jeunes hommes qui avait volé le vélo de Cole et qui avait tiré sur sa maison. C'était la petite amie du conducteur qui n'avait pas écopé de peine et pour le moment personne n'a de preuves pour accuser ce mec là. Alors que bon, quand on connaît un peu l'histoire, on voit que il a l'air d'être quand même plutôt coupable. Cole, après ces événements, n'a plus revécu d'incident. Bien sûr, avec ses parents, il n'était pas très serein après qu'il se soit fait tirer dessus. Du coup, ils avaient déménagé vite fait pendant quelques temps chez les grands-parents, mais voilà, après il ne s'est plus rien passé, la vie a repris son cours des plus normales. Les amis, ce second témoignage prend fin ici. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est que cette histoire met en avant quelque chose que j'ai remarqué par rapport à la peur. Alors je crois qu'il y a une sorte de test un peu qui montre ce genre de choses. Tu vois, par exemple, tu es dans la situation de Cole quand il se fait tirer dessus. Tu vas avoir a priori 2 réactions. Soit la réaction où tu te tétanises et tu sais pas quoi faire, ton corps se bloque. Soit tu vas avoir une autre réaction qui est celle de foncer entre guillemets vers le danger, ou en tout cas tu bouges, tu fais quelque chose. Et ça c'est le genre de réaction qu'on peut aussi avoir. Bon, je compare pas ce que je vais vous dire comme exemple et se faire tirer dessus, mais vous voyez quand une voiture arrive, quand vous traversez une route où il n'y a pas forcément de passage piéton. Et du coup vous êtes un peu surpris parce que la voiture arrive et que vous ne l'aviez pas vue. On va avoir 2 réactions, soit on va accélérer pour pas se faire écraser, soit on va avoir une sorte de choc, de moment où on est tétanisé, on va se figer sur place, et après on va repartir, on va pas se faire écraser bien sûr, mais on a un moment de frayeur un peu instantané. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce témoignage était bien flippant. Cole est quelqu'un de très courageux quand même. Ça c'est assez impressionnant. Après, bon, on n'a pas forcément de nouvelles par rapport au conducteur du véhicule. Est-ce que c'est lui qui est responsable de la disparition de la femme qui est mentionnée dans le journal? Bon, sur ça, c'est une autre histoire. C'est sûr qu'avec le témoignage de Cole, bon, on peut avoir des suspicions plutôt légitimes. Les amis, on va quitter cette ambiance un peu pesante et puis on va se remettre en sécurité bien tranquillement. C'était des témoignages très intéressants. Après, c'est pas forcément de l'horreur brute comme on peut avoir dans d'autres témoignages où la personne fait vraiment face à quelqu'un pendant la nuit et que la personne essaye de l'attaquer ou ce genre de choses. Là, ça reste ça reste un peu plus passif, notamment sur la première histoire où les gens voient quelqu'un dans leur appartement, mais voilà, il n'y a pas de confrontation, ils ne sont pas coursés après, ils ne sont pas attaqués avec un couteau ou quoi que ce soit. Ça reste uniquement du visuel. Ils se disent, tiens, il y a quelqu'un chez moi, ils voient une ombre, ils se rendorment, l'ombre repart et terminé. Pour la deuxième histoire, bon, on a un peu plus d'action, notamment avec le fait que les jeunes tirent sur la maison. En plus, là où je trouvais ça très intéressant, c'est qu'on a des photos qui permettent vraiment de beaucoup mieux imaginer ce qui a pu se passer. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas du bullshit, quoi. Tu vois vraiment les impacts de balles qui sont là, donc tu te dis, ça laisse un souvenir quasi indélébile, quoi. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!